Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword, le podcast qui regarde toute l'actualité autour de la data, l'AI et du cloud plus généralement. Dans cet épisode numéro 3, on va revenir sur différents sujets, l'acquisition de Red Hat par IBM. On va également revenir sur Cloudera, Hortonworks, le merge, puisqu'on a des nouvelles à apporter à ce qu'on avait fait. Et puis, on parlera un petit peu de Kubernetes, de l'histoire de Kubernetes. Alors, aujourd'hui, de nouveau, Steven est avec nous. Salut tout le monde. Salut Steven, ça va ? Bien et toi ? Bah ouais, super. Donc encore des nouvelles. Cette fois, j'ai dormi. Mais on va d'abord parler de Cloudera Hortonworks, puisque toi, tu as des news à nous partager sur le sujet. Ouais, des toutes petites en fait, surtout que Cloudera et Horton ont fait une publication commune, donc ils ont annoncé deux, trois petites choses. Notamment, en fait, ils veulent du coup faire converger les deux solutions. C'est un petit peu ce qu'on s'était dit ensemble, au travers d'une Unity Release qui va chapeauter à partir de CDH6 et de HDP3. Alors la question de HDF reste entière, mais bon, comme le but c'est de merger les différents besoins, dont le streaming, à mon avis, tout ce qui est dans HDF avec Nifi, etc., va être réintégré dedans. Il y a des petites choses aussi qui peuvent rassurer le marché, notamment sur l'aspect open source. En fait, ils disent clairement que voilà, le lead de ce Unity Release doit être 100% open source. Donc je pense que là-dessus, c'est sans doute un peu les méthodes Horton qui vont prévaloir. Un autre élément rassurant sur le marché, ils annoncent clairement vouloir sortir une CDH, HDP, HDF en LTS sur 3 ans pour rassurer le marché, accompagner un peu les utilisateurs dans leur migration qui pourront passer progressivement sur Unity Release. À mon avis, dans le LTS, les mises à jour qu'il y aura vont déjà être des mises à jour de convergence. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je pense qu'il y aura. Bah, après, il y aura. Oui, probablement, mais il y a des éléments majeurs, à mon avis, qu'il y aura pas forcément. Enfin, je veux dire, Thèse et Yarn, c'est tellement structurant, je suis pas sûr que ça mergera, mais peut-être You, par exemple, qui est super bien fait sur Cloudera, qui est pas top sur Hortonworks, c'est le genre de truc qui pourrait être intégré dans HDP, par exemple. Ce genre ouais, de truc. complètement. Ouais. Mais Donc, je pas pense qu'on trop des verra éléments des. structurants. Je vois difficilement des éléments structurants comme Impala ou des choses comme ça être intégrés dans le cœur. Enfin, ça me paraît bizarre. Ce serait plutôt au niveau peut-être UX qu'on verrait des éléments. Je sais pas ce que t'en penses. Là-dessus, c'est vraiment dur à définir aujourd'hui, hein. Mais Ouais. à mon avis, ils vont commencer à converger avant la fin des 3 ans. Je pense pas que pendant 3 ans, on va avoir du CDH, CDH, HDP, HDP. À mon avis, on va vite voir. En fait, Unity Release, ils veulent vraiment en faire un truc qui chapeaute les deux, même en fait, pour migrer de CDH vers Unity ou de HDP vers Unity. Donc, plus tu I- converges sur ta LTS, plus tu facilites la migration ensuite vers la release du Unity. Est-ce qu'ils ont annoncé qu'il y aura une forward compatibility entre les différentes HDP, CDH et Ça reste flou à ce niveau-là, ouais, mais on verra. Mais je on trouve verra. assez rassurant sur l'aspect marché. Je pense que bon, c'était aussi leur but, hein. Leur but, c'est de créer l'acteur principal sur la big data. C'était pas pour se mettre tout le monde Hmm. à dos et faire perdre un peu leur lead sur le marché. Donc là, on a maintenant un acteur assez important quand même. Il y a des gens qui ont parlé que c'était un signal pour la mort du marché du big data, euh, qui n'avait pas tenu forcément ses promesses. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'y crois pas. En fait, le problème, ça, c'est les gens qui vont penser que le big data, c'est une fin en soi. Le big data, c'est plus une démarche qu'une technologie ou une solution. Autant CDH qu'HDP, etc. Même s'il y a un cœur Hadoop en dessous, tu regardes côté Cloudera, ils ont quand même via Impala, via Kudu, via ces solutions-là, ils ont exploré aussi d'autres voies. Donc l'aspect big data, c'est surtout une démarche d'avoir des catalogues de données, d'avoir un management de la data, d'avoir toutes ces approches-là. Euh, Peut-être que la stack dans 5 ans, ce sera peut-être plus Hadoop, mais il y aura toujours de la data, il y aura toujours du big data, et tout ce qu'on aura construit au-dessus sera toujours là. J'en doute un petit peu, parce qu'aujourd'hui, elle est complètement effacée, HBase, HDFS, etc. Il y a quand même du boulot. Mais bon, enfin, clairement, c'est peut-être la mort du big data pour les gens qui n'en avaient pas besoin. Mais quand tu vois les apports réels du big data dans les domaines où c'était vraiment problématique, enfin, il n'y aura pas de miracle, hein. On va pas l'enlever comme ça. Et aujourd'hui, je vois pas ce qui va le remplacer en fait.
Moi, ma lecture du truc, c'était plus pas forcément la mort du big data, mais peut-être la mort des éditeurs dispersés en tant que tels, afin de faire face en fait à la montée en charge du cloud avec des systèmes comme EMR ou des choses comme ça, qui avaient tendance à mettre les éditeurs un peu derrière eux et à dire nous on a nos solutions propres, etc. Et je le vois plus comme ça, moi, ce merge-là, c'est dire c'est la réponse face aux cloud providers avec leurs solutions custom. Ouais, ça, il y a eu des discussions aussi là-dessus avec MongoDB récemment. Toutes les DB managées, entre guillemets, qui sont vendues par les CSP vont effectivement avoir des moves pour se protéger un petit peu. Bon, je pense que ça, c'est vraiment temporaire, c'est des histoires de guerre économique, mais c'est pas des histoires de solutions. Par contre, là où je pense que le merge va avoir le plus de sens, c'est pour les éditeurs au-dessus de ces gros-là. C'est-à-dire que les gens qui apportent du service, c'est un peu le problème des distributions Linux. Quand tu as Red Hat d'un côté, Debian, Ubuntu, etc., etc. Mais en fait, quand toi, tu es éditeur, sur laquelle tu choisis de t'intégrer? Comment? Et cette question-là est assez complexe et c'est aussi ça qui a freiné beaucoup d'éditeurs soft en UI, avec des logiciels un peu en dur, qui du coup allaient sur OS X, allaient sur Windows, parce que t'as qu'une plateforme en gros. Et sur Linux, c'était toujours un petit peu compliqué. Est-ce que c'est KDE? Est-ce que c'est GNOME? Comment tu t'intègres, etc. Bah là, avec HDP et CDH, c'était un petit peu la même question. C'est comment tu t'intègres? Est-ce que c'est sur Impala, sur Hive, sur Thèse, sur autre chose? En fait, en mergeant, bah, tu te poses plus la question. Et donc Mhm. leur merge, je trouve qu'il va favoriser un nouvel écosystème au-dessus, où des boîtes comme Seiji, d'autres, etc., vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir apporter de la valeur sans avoir à se lier avec une distribution en dessous. Ce qui pouvait du coup être limitant sur le marché. Si je conjecture, mais si tu avais ta stack qui tournait sur Horton, ton client était sur Cloudera, bah, quelque part tu te coupais de ce client-là. Alors que là, du coup, ça simplifie cette interface-là et on va voir, je pense, des Dremio, des Seiji, des choses comme ça qui vont bien mieux s'intégrer sur un marché qui va être bien plus globalisé. Donc, au contraire, je pense que c'est pas la mort du big data et au contraire, je pense que c'est un envol plus global et plus professionnel qui va être adressé. Ok, donc on vient de faire le Unix du big data, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok, et donc du coup on parle Unix, distribution, et merge, Red et du coup Hat. ça m'amène à la belle transition, hein, Attends, la belle euh, transition. je mets mon chapeau. Hop. Alors le beau chapeau rouge Red Hat, il est un peu bleu là en ce moment, il est un petit peu Non, violet. c'est le Big Purple Hat. Donc le Big Purple. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi on parle de ce chapeau bleu, rouge Ouais, alors du coup, bah, je pense que tout le monde est au courant. Non seulement, enfin, en fait, alors le sujet évidemment, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est IBM Red Hat. Et en fait, le montant est tellement astronomique qu'en fait, même les gens qui ne savent pas ce que c'est en parlent parce que c'est 34 milliards de dollars. Alors, quels sont ces acteurs-là? IBM, c'est une boîte qui a plus de 100 ans. Donc autant dire qu'elle s'est transformée plusieurs fois. Elle est très présente chez les grosses corporations, notamment les banques, etc. Un de ses produits phares historiques, c'était le système Z, donc les Z10, les Z12 actuellement, etc. Ce sont des ordinateurs un peu mode cloud on-premise, en paiement à la conso, qui étaient déployés où en gros c'était ultra virtualisé à l'époque déjà, c'était pas mal. C'est toujours le cas, hein. Et en gros, les banques, pour fonctionner, ou les banques ou d'autres boîtes, ben, mettent du soft dessus et en fonction de leur usage vont plus ou moins consommer. Donc ça, c'était un modèle. Ensuite, IBM a entrevu un besoin de se diversifier, donc ils sont allés vers du Bluemix, vers des solutions comme ça. Il y a Watson aussi, qui, bon, je ne veux pas dire qui est émergent, mais qui peine encore à rencontrer son marché. Euh, Red Hat, lui, de son côté, c'était plutôt historiquement la distribution Linux, Red Hat, ou son pendant full open qui était CentOS et ses dérivés. Red Hat, c'est une boîte qui est assez discrète aussi, mais qui a une bonne croissance en fait. Elle a un chiffre d'affaires de 3 milliards et une croissance de 20% cette année. Elle était quand même valorisée à 20 milliards aussi, hein, donc 34 milliards, tu vois,
c'est pas juste un achat en mode bulle, c'est basé sur quand même quelque chose, sachant qu'il y a un profit à pas loin de 500 millions quand même derrière. Mais pourquoi IBM rachète Red Hat? Pour moi, bon, il y a bien sûr plusieurs éléments. La clé, c'est le besoin de diversification d'IBM. Son marché à IBM est plutôt en train de disparaître. Les systèmes Z, ce ne sont pas des systèmes très cloud ready, ce ne sont pas des systèmes très modernes. Et les boîtes sont en train, au fur et à mesure, de sortir de ce système-là pour avoir des systèmes plus ancrés sur l'open source parce que c'est plus facile de trouver de la compétence, etc. Aujourd'hui, les développeurs COBOL qui correspondent à ce système-là, c'est un peu moins disponible sur le marché. Donc il y a un gros besoin pour les boîtes de sortir de ces systèmes-là. Ce qui pose problème à IBM, et IBM est en perte de vitesse, entre guillemets, sur ce marché-là. Alors que Red Hat, de son côté, lui, est en grande croissance. Et il est en grande croissance enfin, croissance modeste sur ce qu'on appelait la distribution Linux, donc Red Hat, à peu près un peu plus de 10% de croissance. Mais là où Red Hat est en train d'exploser, c'est sur le marché du cloud. En fait, Red Hat a édite OpenShift. Tu dois connaître, je pense, OpenShift. Bah oui, oui, évidemment. Ouais. Alors, Donc, explique-nous un petit peu OpenShift quand même. alors, OpenShift, globalement, on pourrait le résumer aujourd'hui à une distribution Kubernetes. C'est-à-dire que c'est une solution qui embarque Kubernetes avec une surcouche au-dessus pour le management, la gestion de tes apps, etc. Avec une volonté multi-cloud également. Ce marché-là, avec du cloud, chez Red Hat, c'est plus de 42% de croissance. J'avais entendu, je sais plus où ce que j'avais lu et je me souviens plus des chiffres exacts, mais sur Red Hat, je crois que l'année dernière, les 20 des plus gros deals à plus de 5 millions de dollars, c'était du OpenShift. Donc Ouais, ouais. c'est passé que c'était leur top one des ventes et un des plus gros éléments dans leur portefeuille. Alors, OpenShift, c'est adapté à de la très très grosse boîte. Bon, après on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je trouve que l'expérience Kubernetes, c'est pas forcément natif, c'est pas forcément le vrai cube qui est fourni derrière, donc ça peut être limitant. Après, dans certaines boîtes, ça peut déjà être très bien. Chacun Tu peux voit. nous expliquer la différence entre les deux? Entre un C'est Kubernetes non, enfin, Vanilla et du OpenShift? en détail, je vais pas te fournir ça, mais en fait, tu peux avoir certains composants, par exemple, qui ne réagissent pas de la même façon, ou certaines composantes de l'API de kubectl, par exemple, qui sont pas disponibles. Donc, quand tu ne sais pas, c'est un peu ce qu'on peut reprocher, tu sais, au SQLite. euh, c'est que tu t'attends à ce que ce soit du SQL, mais ça n'en est pas. Bah là, c'est un peu pareil. Tu t'attends à ce que ce soit du cube, mais ça n'en est pas vraiment. Alors, je pense qu'ils tendent à y aller, mais bon. OpenShift, c'est un truc qui a été réécrit quand même deux, trois fois, donc aujourd'hui, il faudrait que je me remette un peu à la page sur ce qu'il est capable de fournir exactement et dans quelle version, etc. Mais Mais de base, ils ont pris un corps Kubernetes où ils ont fait les mêmes mécanismes et rendu les API plus ou moins compatibles. je pense qu'il y a plus de ça. Il y a plus de ça parce que OpenShift, je pense qu'il tient, il date un petit peu dans ses origines, là où Cube est quand même assez récent, mine de rien. Mhm. Euh, Sachant que quand Cube arrive, tu t'attends pas à ce que ce soit le standard du marché, donc tu ne l'intègres pas nativement forcément dans ta stack. Il y a, il y a 1 an et demi, 2 ans, le standard du marché c'était Mesos. C'est ça. Tu penses que OpenShift ont plus pris des mécanismes qui étaient chez Mesos, chez Rancher, des choses comme ça, et qu'ils ont trouvé un truc qui était un peu une convergence chez eux, puis Cube arrive, se dit être un standard, puis eux ils se disent bah comment est-ce que je m'adapte ce Bah, hype un peu. si tu veux, je pense qu'elles ont toutes démarré avec la volonté d'avoir une surcouche au-dessus de tout ça. Et à partir du moment où elles avaient la surcouche, quand le cœur, entre guillemets, a changé, elles ont mis une interface et elles ont changé le cœur. Mhm. Euh, c'est même ce qu'a fait Mesos, hein. Aujourd'hui, Mesosphere, ils ont une API Cube sur Mesos. Donc tu peux très bien faire du Cube sur Mesos. Ça peut fonctionner. C'est peut-être même plus mature que Cube pour certains workloads. Notamment si tu as besoin de GPU, choses comme ça. C'est en train d'arriver sur Cube seulement, mais ça fait des années que c'est dispo dans Mesos. Donc parfois, il y a des choses étranges qui se passent, hein. Il y a un tel buzz autour de Kubernetes
que en fait le marché y va un peu tête baissée et des fois faut savoir prendre son temps pour se dire ok mais finalement mon usage est plutôt là. Alors on est en train de partir un peu sur le côté, revenons à IBM, Ouais. IBM Red Hat. Mais donc ouais, IBM, il y a un changement de paradigme aussi sur la consommation de l'IT. Même côté Red Hat, c'est-à-dire que côté Red Hat, historiquement, les boîtes achetaient des licences, achetaient du support, etc. Mais avec la cloudification, tu entres plus dans un mode de pay-as-you-go, tu vois plus forcément tes licences, tu vois plus forcément les OS. Si tu livres du conteneur, tout est auto-buildé, etc. Donc le service que fournissait Red Hat là-dessus, c'était un peu un aspect sécurité en garantissant une certaine qualité sur les images, sur les OS, etc. en dessous. Mais ça devient de plus en plus abstrait. L'époque où on achète la machine, on intègre l'OS dessus et les ops viennent déployer les apps un peu à la main ou en automatisant ça, ça commence à être un peu révolu. Et du coup, ce marché-là, même s'il reste à 11% de croissance, je pense qu'il est quand même un petit peu en baisse. Et là où le cloud explose, c'est ça qui intéresse IBM pour moi. C'est qu'IBM a besoin de se diversifier. Bluemix, ça reste émergent. Je sais pas si on peut parler d'un pure player sur ce domaine-là, mais je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir des renforts là-dessus. Et à côté de ça, Red Hat a une bonne expertise en tant qu'éditeur soft, notamment. C'est quand même la boîte éditeur soft qui a validé son modèle en juin dernier en publiant des chiffres records. Ils ont racheté CoreOS il y a quelques mois, quelques semaines même. Et CoreOS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, alors c'était une distribution qui globalement faisait un peu ce que propose Cube, avec une orchestration de conteneurs et d'apps de façon un peu, on va dire, cloud native. Et à partir du moment où Cube a pris le lead, CoreOS, comme Rancher, comme OpenShift, a intégré Kubernetes dans sa stack pour en faire une distribution Kubernetes. Les projets CoreOS sont relativement connus. Il y a Flare qui est relativement connu dans la conteneurisation. Il y a etcd qui est un projet qu'on présente presque plus, qui gère le discovery, le consensus, etc. Et donc Red Hat a fait l'acquisition de CoreOS pour renforcer, je pense, son cœur cloud. Et IBM, en rachetant tout ça, commence vraiment à avoir les ressources qu'il faut pour adresser ce marché-là. Puis la, la- Alors la comment ils vont le stratégie positionner? d'IBM, de ce que je lisais, c'était aussi de dire, nativement, ils ont une très très bonne traction sur tout ce qui est le prem, sur tout ce qui est on-premise, donc tout ce qui est déjà dans les DC des clients. Et effectivement, ce que tu disais, c'est que la transition cloud ou le débordement cloud ou etc. avec les licences, effectivement, c'est compliqué. Donc les gens se disent, mais comment ça va se passer dans le cloud? Donc l'open source devient une réponse naturelle à ces gens-là qui sont pas, je vais les appeler, qui sont pas cloud natives. C'est des gens qui vont pas se diriger directement vers les cloud providers, les gros cloud providers qu'on pourrait connaître, mais vont plutôt aller chercher des cloud providers qui sont alternatifs avec de l'open source et des réponses qui correspondent mieux à leurs questions sur comment j'amorce la transition. Nativement, je peux pas aller réécrire toutes mes infras et être compatible avec ce que vous faites. Donc, comment moi je peux vivre dans ces deux mondes? Et IBM a déjà tous marché des gens qui l'ont sur le prem. Red Hat est la transition naturelle des OS qui sont dispo sur le prem et vu que open source idéalement consommable à la volée, un peu comme tu le disais. Donc c'est de ce que j'avais compris, leur stratégie, c'était de dire, on sécurise ce milieu-là en disant, il n'y aura pas de fermeture, il y aura de la réversibilité, etc. Il y a aujourd'hui peu de cloud providers qui peuvent vendre ce discours. Il y a OVH, et en gros, là, il y a IBM qui vient un petit peu sur cette niche-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris de leur stratégie quand j'ai lu le papier de leur CEO. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que quand tu parles on-prem, effectivement, les banques, etc., aujourd'hui, les banques sont très très peu cloudifiées, entre guillemets. Les banques ou les gros du retail, ceux qui Les sont gros du encore sur retail, ces ouais, voilà. systèmes-là. Mais ils ont besoin de sortir de ces systèmes-là, d'aller vers plus de souplesse, mais pas forcément en mode cloud. Il y a encore beaucoup d'hybridation. Et l'hybridation, même si tu veux sortir du mainframe, du système Z,
qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars sur OK, on démarre notre stack à nous, ou est-ce que IBM peut accompagner ses clients on-prem en leur disant écoutez, ben voilà, nous on a ce système-là aujourd'hui, mais demain on va avoir ça et on peut vous accompagner sur la transition tout en restant hybride ou on-prem, etc. Bon, à voir après dans quelle mesure ça se fait, mais je pense que c'est cet accompagnement-là qui intéresse IBM aujourd'hui. C'est drôle hein, parce que ça me fait penser à Teradata, parce qu'on parle aussi un peu de data, qui était dans la même logique qu'IBM. Ils vendaient de la grosse bécane plaquée or à mettre dans ton DC, et puis qu'il arrive, il y a le cloud en face, et ont dû se réinventer. Alors, ils ont eu un peu de mal, d'ailleurs, hein, leur CEO avait été remercié, je pense, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et ils se sont mis à faire, on vous vend le Teradata, mais vous pouvez faire du débordement dans notre cloud. Puis là, on commence à voir ce truc-là. Les gens qui vendaient des grosses machines, ben, c'est comment ils s'adaptent du hardware vers le cloud en proposant du hybride, du débordement, du transfert de licences. Là, tu Mais sais, je tous, hein, m'imagine tous, un. les vendeurs réseau, pareil, aujourd'hui, ils te vendent des routeurs, des switches, tout ça en mode virtualisé, les load balancers, pareil, tout le Mhm. marché, en fait, est parti sur la virtualisation à l'époque. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que là-dedans, c'est quand même l'open source qui gagne. Si on regarde Mulsoft racheté par Salesforce, GitHub racheté par Microsoft, Red Hat par IBM, ça fait quand même beaucoup de signes qui montrent l'attrait en fait des solutions open source. Pourquoi? Parce que en fait, c'est rassurant pour un DSI, tu te dis que tu as une réversibilité. Si jamais il y a un éditeur qui disparaît, qui quoi, tu as ta solution qui est là et elle n'est pas privative, entre guillemets, dans le sens où un changement, une augmentation de prix, enfin, n'importe quoi qui peut se passer en fait au niveau économique, tu gardes ta solution, tu peux en être maître, tu peux l'auto-opérer, tu peux trouver différents acteurs pour avoir le support de ta solution. Je dis n'importe quoi, mais si tu as une solution SQL quelconque basée sur de l'open source, tu as pléthore d'entreprises qui peuvent te fournir le support sur ta solution. Donc C'est c'est clair. rassurant pour un DSI de se dire bon bah ok, mais je ne suis pas pieds et poings liés ou en vendor lock-in sur mon marché. D'une pour la solution, de deux pour le cloud. C'est-à-dire que le cloud demain, et c'est en ça que Cube est en train d'opérer un mouvement intéressant, c'est que il standardise une API entre guillemets pour dire bah écoutez, il y a différents cloud providers qui vont vous fournir l'API et puis que le meilleur gagne. C'est un peu ça, et se différencier sur la qualité de service, l'accompagnement, les choses comme ça. C'est le pari hein, qu'ont fait différents cloud providers. Hein. Donc, pas tout le monde, mais certains. Et pour revenir sur les acquisitions, où tu dis bah, c'est l'open source qui gagne, je regardais les chiffres des 5 plus grosses acquisitions tech qu'il y a eu. Et ce que je trouve absolument formidable, c'est que la première, c'était Dell qui avait acheté EMC. La deuxième, c'était Avago qui avait racheté Broadcom. Et le troisième, c'est IBM qui rachète Red Hat. Le quatrième, c'était SoftBank Arm Holdings. Et le cinquième, c'était Microsoft LinkedIn. Bon, bref, on regarde les 5 plus gros. Et dans les 5 plus gros, à chaque fois, c'est une technologie ou une propriété intellectuelle qui a été achetée. Et ce qui est fou là, c'est qu'effectivement, dans le troisième, IBM rachète un truc qu'ils pourraient déjà avoir, entre guillemets, quoi. C'est pas comme une technologie propriétaire ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, ils achètent un truc qu'ils pourraient avoir. Donc je trouve ça assez Ouais, incroyable que ça ça, arrive dans le top 3 plus un quoi. savoir-faire. De Red Hat, il y a quand même Bien 12 sûr, 000 bien sûr. personnes derrière. Tu sais, ils ont le réseau de vente, ils ont organisé pour ça, pour l'aspect support entreprise. Enfin, il y a tout ça derrière quand même, hein. Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu arrives dans des niveaux d'achat où t'achètes plus la propriété intellectuelle, quoi. T'es rendu, enfin, t'achètes pas la propriété fermée intellectuelle. T'achètes quand même la propriété de Red Hat Linux, mais c'est pas forcément et de OpenShift, mais c'est pas forcément une technologie fermée qu'ils achètent pour intégrer dans leur écosystème. C'est assez marrant. Quand même, c'est un très très gros deal. Si tu parles effectivement que de technologie, ils peuvent le reprendre, hein. Ils peuvent intégrer OpenShift, Red Hat, Ansible, toutes les CEF, toutes les technos supportées par Red Hat, entre guillemets. Je Qu'ils pense auraient pu faire qu'ils recrutent. nativement. Ils n'avaient pas besoin Ouais, d'acheter la ouais. boîte pour le faire. Non, mais bon, c'est aussi un signe. Enfin, quand on voit ça sur le marché, alors ça te coûte cher, mais
t'envoies un message clair aux entreprises en disant, bah voilà notre positionnement marché aujourd'hui, on peut vous accompagner, et du coup, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et si tu dois construire les équipes, construire ton histoire autour de ces technos-là et de ces projets-là, ça va aussi te prendre des années et quelque part, ton time to market, il s'effrite, il s'effrite. Et si là, en 2 ans, t'as pas une solution sur ce marché-là, peut-être que tu es sorti de la fenêtre et que c'est trop tard parce que la consolidation fait que les gens seront passés sur autre chose. Donc je pense qu'ils ont un besoin rapide de converger vers du cloud, ce qui a accéléré l'acquisition de Red Hat. Ok. Et du coup, j'en profite. On disait qu'OpenShift, c'était un des gros sujets que pouvait apporter un Red Hat à IBM. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'histoire de Kubernetes? D'où ça vient exactement? Pourquoi on en arrive là à voir Kubernetes qui a une telle force et à tel point de provoquer, je pense, pour une grosse partie, une acquisition comme ça? Alors Kubernetes, c'est assez intéressant. Euh, Si on fait, enfin, on va faire 2 histoires. Si on fait une première histoire, c'est relativement simple. Docker arrive, les développeurs se disent, OK, il nous faut une solution pour automatiser le packagement de nos apps, le delivery, etc. Donc, les apps arrivent dans Docker. Puis les développeurs se disent, OK, maintenant on a des Docker, mais on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas les orchestrer, puis c'est pas notre métier, etc. Sauf que Docker, c'était vraiment plus un truc de dev qu'un truc d'ops. Euh, on parle souvent de DevOps, mais il y a quand même des rôles et il y a quand même des mécaniques entre guillemets à mettre en place, des process. Et une fois que tu as des Docker, il faut les mettre en prod, il faut les instrumentaliser, il faut avoir les logs, etc. Et ça, bah, toute cette machinerie-là, à l'échelle d'une entreprise, c'est pas simple. Et du coup, en fait, les gens se sont retrouvés avec des conteneurs et ils ne savaient pas quoi en faire. Alors, il y a eu des initiatives, du Mesos, du Docker Swarm, voilà. Et il y a eu Kubernetes. Alors Kubernetes, du coup, c'est parti d'une publi de Google qui a fait un projet open source basé sur les API qu'ils avaient en interne. Mais Google ne fait pas tourner Kubernetes chez lui. Euh, Alors, du eux, ils coup, à utilisent partir... Borg, on est d'accord. Qui est Ouais, Borg, je crois que c'est Omega en fait, leur dernière imp. Borg, c'était le système ancestral, entre guillemets, derrière tout ça. Il y avait Borg, il y avait Borgmon. Ok, là je m'arrête. Je comprends plus rien. Steven m'a perdu là. Kubernetes, Borg, Borgmon. Va falloir qu'on fasse un point complet là. Je vais demander à des experts de venir. On se retrouve la semaine prochaine. On va récupérer des experts et on va éclaircir tout ça. Allez, bonne semaine à tous. Salut.